Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Francis Laloupo, journaliste spécialiste en géopolitique, et de nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chango. Et tout de suite, dans l'actualité économique, au Zimbabwe, la population essaie de s'adapter à la nouvelle monnaie lancée sous forme d'obligation par les autorités au mois de novembre 2016. Certaines transactions se font par les billets d'obligation. La Banque centrale du Zimbabwe a lancé 10 millions de dollars de cette monnaie sur le marché pour juguler les problèmes de trésorerie. Ibrahima Djoumaba. Au Zimbabwe, la vie économique commence à reprendre son cours normal après la mise en circulation de la nouvelle monnaie. Les commerçants zimbabwéens s'habituent de plus en plus aux billets d'obligation. Malgré le changement brusque, certains acteurs économiques estiment que cette nouvelle monnaie est d'usage facile. De mon côté, les choses changent parce que je peux récupérer à la fois des billets d'obligation de 2 et d'1 dollar. Les gens viennent acheter avec des obligations. J'arrive donc à facilement gérer mon activité. D'ici quelques mois, les obligations vont améliorer beaucoup de choses. My business, so I think it may be mid-March, April. Les billets d'obligation fonctionnent parfaitement pour nous. Je peux les prendre et acheter tout ce dont j'ai besoin dans les grands magasins. Donc je n'ai aucune plainte. L'introduction des billets d'obligation pour pallier la pénurie de dollars sur le marché zimbabwéen était vue comme une menace pour la stabilité économique par certains observateurs. Sur le terrain, les entreprises et les citoyens sont plutôt satisfaits du climat des affaires quelques semaines après l'émission de cette monnaie. De nombreux citoyens sont restés sans revenus depuis plusieurs mois. Beaucoup sont désespérés. C'est actuellement la saison des fêtes. Les gens ont besoin d'acheter des choses pour les enfants et leurs proches. Ils ont besoin de se préparer pour la saison agricole. La Banque centrale du Zimbabwe a lancé 10 millions de dollars de billets d'obligation au début du mois de novembre 2016. Ces obligations ont permis aux autorités d'alléger la crise financière causée par la pénurie de dollars sur le marché local. Le Zimbabwe a des arriérés d'1,6 milliard de dollars à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, ce qui empêche son gouvernement d'obtenir des financements supplémentaires de la part des bailleurs de fonds. À cela s'ajoute une forte sécheresse qui a frappé le pays au cours des derniers mois. Francis Laloupo, cette nouvelle monnaie elle avait été accueillie avec méfiance par la population. Pour l'instant, ça semble bien se passer. Vous y croyez, vous, à cette monnaie ? Je ne suis pas sûr que ça se passe si bien que ça. Je pense que la population zimbabwéenne a envie d'y croire, en tout cas. Mais ce qu'il faut quand même souligner au départ, et c'est malheureux de le dire, c'est quand même la monnaie de la défaite économique. Parce que c'est une monnaie quand même qui est... Vous savez, c'est un peu comme si on cassait le thermomètre pour soigner la fièvre. On était arrivé quand même à une pénurie de liquidités dans ce pays, à une hyperinflation dans les années au début de ce millénaire. Et puis surtout, on a le souvenir de ces Zimbabwéens qui poussaient des brouettes de dollars avec une monnaie totalement dévaluée, qui avait perdu de toute sa valeur. Et c'est finalement en réponse, je dirais, à ce vide économique absolu qu'on bat monnaie. Alors, le tout n'est pas de battre monnaie, ou alors de mettre en place une nouvelle monnaie. Si cela ne s'inscrit pas dans un cadre programmatique et dans une vision économique sur le long terme. Et c'est vrai que M. Mugabe a habitué finalement sa population à cette crise économique continue, chronique, qui n'a cessé évidemment de s'amplifier au fil des années, parce que tout cela intervient dans un contexte de crise, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est aussi un contexte de défiance à l'égard de l'économie zimbabwéenne, parce que s'il n'y a pas un retour de la confiance, déjà de la part des nationaux vis-à-vis de l'espace économique national, et encore plus de la part des investisseurs étrangers vis-à-vis de cette économie, le fait de mettre en place une monnaie servirait, je dirais, à combler. Écoutez, je vais prendre un raccourci, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un pansement sur une jambe de bois. Et il faut bien le constater. Malik, ce n'est pas une solution pérenne, cette nouvelle monnaie ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, je ne pense pas que ça soit une solution pérenne. Je pense que c'est la solution du dernier recours, justement dû aux difficultés qu'a connues le pays. Donc la population l'accueillait avec méfiance. Le seul souci qui me chiffonne, c'est
que cette population n'a pas forcément accès justement à ces devises-là. Il faut penser aussi aux populations rurales, il faut penser aux populations hors des villes, parce que le Zimbabwe, ce n'est pas uniquement des urbains. Donc ça, c'est une grande difficulté. Et cette difficulté-là, on la voit pas forcément. Ces personnes qui vivent en périphérie et qui sont justement touchées plus que d'autres par rapport à cette situation. Voilà, je m'associe à ce qui vient d'être dit, une absence de politique claire sur le long terme, une véritable vision économique. Et pour un pays dont je rappelle souvent ici, dont on oublie tout le temps que c'était souvent le grenier de l'Afrique australe. Et c'est malheureux de voir cette situation s'empirer. Alfred, très rapidement, les économistes disent aujourd'hui que ce sont les saisies par le régime du président Robert Mugabe des fermes tenues à l'époque, donc en demi par les fermiers blancs, qui ont fait baisser drastiquement les exportations de produits agricoles, justement, et qui est à l'origine aujourd'hui de cette récession économique. Vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est dans la longue durée, absolument. C'est-à-dire que Robert Mugabe n'avait pas compris le système qu'il avait reçu en héritage. C'est-à-dire, là, voulu exproprier les propriétaires blancs qui connaissaient le fonctionnement du marché, du commerce, de l'économie, à la fois du tabac, du maïs, etc., qui faisait justement du Zimbabwe le grenier de l'Afrique australe. Et ça a détruit complètement l'outil de production. Et donc, il est allé dans une fuite en avant ininterrompue qui amène justement à cette situation assez bancale, puisque de toute façon, la Banque centrale n'a pas de réserve qui pourrait compenser les fluctuations du marché. Et puis, il y a une dette colossale vis-à-vis de l'Afrique du Sud qui a porté à bout de bras le Zimbabwe. Mais l'Afrique du Sud elle-même connaît une crise économique profonde. Donc, je dis, ce n'est qu'une solution provisoire, mais qu'à terme sera aussi néfaste que les politiques prises avant. Dans l'actualité également, le rythme de croissance du PIB des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se maintient. En 2016, le taux de croissance est même en hausse. Pour autant, la détérioration du déficit budgétaire s'est poursuivie. Alors qu'il n'était que de 3,2% du PIB en 2015, il s'établit désormais à 4,1%. Donc grâce à Spodor. Le rythme de croissance du PIB des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine demeure impacté par la conjoncture internationale, encore difficile. Selon une récente publication de la Banque centrale, la BCEAO, l'exécution des budgets des États au cours des 9 premiers mois de l'année 2016 s'est soldée par une détérioration du déficit budgétaire global. Ce déficit est estimé à 4,1% du PIB à fin septembre 2016 contre 3,2% à la même période en 2015. Une situation qui va imposer aux pays de renforcer leur cure d'austérité. Et effectivement, il s'agit d'un risque parce que, comme vous le savez, les pays de cette zone monétaire sont dans un pacte de stabilité, de croissance, de convergence et de solidarité. Et lorsque les déficits augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a lieu de lancer une alerte. Il faut, à mon avis, coupler la rigueur budgétaire et la discipline budgétaire à une politique de croissance. Et c'est là qu'il y a une difficulté, parce que est-ce que cette discipline budgétaire, elle est viable? Et ça me semble un passage obligé, parce que nous sommes dans une étape de la mondialisation qui impose quand même à chaque État de rechercher non seulement des niches fiscales, mais aussi de rechercher des niches de croissance. Selon la BCEAO, cette dégradation des déficits publics pourrait être la résultante d'une hausse des dépenses face à une faiblesse du rythme de mobilisation des recettes. L'institution invite les États membres de l'UEMOA à faire en sorte que le déficit budgétaire respecte la norme communautaire de 3% du PIB à l'horizon 2019. D'ici là, les taux d'intervention de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidités resteront inchangés. La Banque centrale a décidé de les maintenir à 2,5%. Pour l'instant, la plupart des pays ont intérêt à agir dans le cadre de leur politique nationale pour que, à l'horizon 2019, la norme soit respectée. Mais en même temps, j'ai des doutes. Il y a les questions politiques, il y a les questions de sécurité, et il y a même les questions propres à l'économie qui sont telles que, le niveau des prix à l'exportation sur certaines matières premières phares de cette région. Le troisième trimestre 2016 a été assez favorable. Comment sera la conjoncture en 2017 lorsque certains grands changements politiques et économiques commenceront à produire leurs effets? On peut avoir effectivement des craintes sur le respect de ce critère.
Réuni mardi 6 décembre 2016 à Dakar, le comité de politique monétaire de la BCEAO a décidé d'une série de mesures pour améliorer le fonctionnement du marché monétaire de la région. À compter du 16 décembre 2016, le taux du guichet de prêt marginal sera de 4,5% contre 3,5% précédemment, alors que le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union est maintenu à 5%. De l'avis de certains experts, pour mener des politiques budgétaires performantes, les pays de l'UEMOA doivent surtout s'atteler à accroître les dépenses en infrastructure, en capital humain pour libérer leur potentiel de croissance et dynamiser le marché interbancaire. Francis Laloupo, ce déficit budgétaire dans l'espace UEMOA qui s'est poursuivi en 2016, ça va imposer aux pays de renforcer leur cure d'austérité ? Je ne pense pas qu'il y aura une cure d'austérité parce que la principale force de cette région, c'est quand même l'intégration régionale. Et la CEDEAO, c'est une organisation très dynamique. Et cette organisation, comme toutes les organisations régionales, doit régler cette équation terrible, mais c'est une équation constante. C'est-à-dire comment arriver à mobiliser, enfin à mettre en mouvement les solidarités communautaires, tout en tenant compte des contraintes individuelles de chaque État et des politiques nationales. Alors c'est un équilibre permanent qu'il faut gérer. Et c'est vrai que d'une manière globale, on voit bien que le déficit, enfin pas le déficit, le taux de croissance communautaire est plutôt important et plutôt conséquent, et que c'est quand on commence à voir finalement, je dirais, quand on commence à faire du cas par cas, qu'on se rend compte qu'il y a quelques érosions, système d'érosion ici et là. Et bon, il faut prendre en compte quand même que depuis quelques mois, le Nigeria ne va pas très bien, le Naira souffre de quelques difficultés. La Côte d'Ivoire qui émerge, qui monte, évidemment, qui arrive aujourd'hui finalement à donner du souffle à cette région. Tout cela combiné amène finalement à faire le constat suivant, c'est que quand on parle de déficit, quand on parle de recul de croissance, c'est que les dépenses dépassent les recettes. Voilà. Donc en fait, il faut retrouver une maîtrise, il faut retrouver le meilleur équilibre dépenses-recettes. La BCEAO préconise par exemple la mobilisation des recettes fiscales. Tout à fait, exactement. Et puis on peut rêver, pourquoi ne pas en arriver dans cette région à une harmonisation des prix, une harmonisation aussi de la fiscalité dans pour tous ces pays de la CEDEAO. Je crois que c'est un des enjeux du futur pour la CEDEAO. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a présenté ce mercredi 14 décembre un projet de budget pour 2017 devant l'Assemblée nationale d'un montant record de 24 milliards de dollars. L'objectif est de sortir le pays de la récession économique. Secteur prioritaire pour les investissements et les infrastructures. Le chef de l'État entend aussi redresser la production de pétrole à son niveau antérieur à la récession. Malik, les prévisions de ce budget sont faites sur une estimation de production de 2,2 millions de barils par jour. C'est un projet trop ambitieux ? C'est tout le problème des économies rentières, c'est-à-dire on se base justement sur la production de pétrole. Et donc dès lors qu'on n'arrive pas à sortir sur un modèle de croissance qui justement extirpe le pétrole du budget, ça pose problème. Alors je dirais que bon, impossible, non, mais difficile, oui, parce que nous sommes dans une zone, comme vous le savez, où les actes de vandalisme, de piratage sont très nombreux, et le Nigeria a souffert justement lourdement de ces attaques-là, et la production de pétrole s'est véritablement sentie abaissée. Donc il y a un véritable souci, effectivement, tant qu'on n'aura pas justement sécurisé cette zone, on n'arrivera pas justement à faire face à ces actes qui sont vraiment le péril pour l'économie nigériane. Mais en même temps, il faut développer le Nigeria, il faut lui permettre justement de redevenir la première puissance africaine, parce qu'à un moment donné c'était le cas, ce n'est plus finalement le cas avec justement ces difficultés économiques dont on parlait. Il y a aussi ce problème de Boko Haram qui a vraiment impacté négativement l'économie nigériane. Et il y a aussi cette connexion avec le nord qu'il faut refaire, ce nord nigérian qui est encore délaissé par rapport au sud, qui concentre toutes les richesses. Donc le modèle finalement du Nigeria, c'est un autre modèle, c'est le modèle agricole, c'est un modèle plus productif. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Bien, il faut souhaiter bonne chance au président Buhari qui a cette volonté-là. Mais effectivement, il me semble difficile dans un contexte marqué par la volonté des pays producteurs de pétrole de réduire la production, de revenir de son côté devant la scène avec 2 millions de barils. Je pense que ça va susciter quelques tensions au sein de l'OPEP. Alfred, ce budget, il se base aussi sur un Naira plus fort. Est-ce que le chef de l'État y voit trop grand ou alors il a raison d'être volontaire? Non, je pense que Muhammadu Buhari veut redonner confiance aux Nigérians. Il y a beaucoup qui se méfient un peu de lui, disant qu'il avait fait de promesses, il ne les a pas tenues, notamment contre Boko Haram et puis la lutte contre la corruption. Bon, on ne voit pas vraiment les effets immédiats.
Et donc, il est obligé justement de surenchérir sur ce budget-là, tout en sachant, d'ailleurs, déjà au moment où la Banque centrale demandait la dévaluation du Naira par rapport au dollar et puis de mettre en place une politique économique, une politique monétaire et financière en concordance pour permettre justement de jouer sur ces 3 leviers pour stabiliser l'économie. Buhari n'était pas très content, donc aujourd'hui effectivement il est obligé de le faire, mais il y aura un projet rectificatif après. Ça, ce n'est qu'une annonce. Voilà. Il met la barre très haut, tout en sachant effectivement qu'au moment où il y aura un budget rectificatif, qu'on descendra en dessous de ce seuil-là. Francis Laloupo, c'est un budget digne d'un redressement économique ? On peut le penser parce que cela s'inscrit quand même, là on parlait tout à l'heure de vision politique, je pense qu'il y a une véritable vision qui est exposée, en tout cas qui est proposée à la population. Donc on peut imaginer effectivement que, en tout cas ce sont les moyens qu'un pays se donne en tout cas pour pouvoir, je dirais, aller au-delà des situations existantes, et c'est déjà très bien, il faut le saluer. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouver le 5e et dernier volet de cette semaine consacré aux défis énergétiques sur le continent. Francis Laloupo, merci d'avoir été avec nous. Merci. Malik, merci également. Un plaisir d'avoir été parmi vous, Fanny. Et Alfred, merci d'avoir été là. C'était un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau. Merci aussi à Francis, on l'a retrouvé, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.